Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, toujours en pneumologie, on continue notre déroulement du cours. Aujourd'hui, on va traiter les dilatations des branches. C'est le cours de Dr Ayed. Toujours, vous allez trouver, chers amis, tous les liens dans la description à télécharger. Vous pouvez me contacter à Instagram à tout moment. Vous êtes les bienvenus à abonner, bien sûr. Et bien sûr, n'oubliez pas de votre part un maximum de j'aime, maximum de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Le but de ces séries de vidéos, c'est atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, dilatation des branches, premièrement, ou bien branchiectasie, c'est la même chose. Donc, DDB, dilatation des branches ou branchiectasie. Elle est définie comme, à retenir bien sûr, j'insiste sur les points forts, sur les définitions, sur les notions de base. C'est une augmentation, mais qui est irréversible. C'est bien ce terme? Augmentation irréversible des calibres, ou bien du calibre bronchique d'un ou de plusieurs territoires bronchiques, qui est associé bien sûr à une altération de leur fonction. Donc, lorsqu'on dira dilatation des branches, c'est irréversible. L'infection, elle est la cause la plus fréquente de cette bronchiectasie ou cette dilatation des branches. Cette maladie, elle est fréquente et elle s'observe chez les patients de plus de 50 ans dans 75% des cas, avec une prédominance qui est féminine. Notez ça, bien noter ça. Et elle est responsable d'un retentissement socio-familial qui est très important. Et c'est notre point, ou bien c'est notre intérêt de la question aujourd'hui. Donc, dilatation des branches. Donc, ne confondre pas. Le mot dilatation veut dire dilater, mais la lumière, comme vous allez voir, de ces branches-là, elle est diminuée en capacité et ça va donner un trouble restrictif ou bien obstructif. Donc, c'est une dilatation, bronchiectasie, augmentation irréversible du diamètre ou bien du calibre bronchique avec altération de la lumière. Vous allez voir ça dans les illustrations. C'est les infections, surtout non ou peu ou mal traitées, avec une prédominance féminine. Comme physiopathologie, c'est l'infection virale, non ou mal traitée. Parmi les caractéristiques des virus, c'est le pouvoir de donner des mutations génétiques. Donc, ils vont donner des anomalies génétiques, bien sûr. Cette anomalie génétique va donner l'altération de la muqueuse, hypersécrétion de mucus, l'accumulation de ce dernier, et ça va donner la réduction de la lumière, l'altération de la fonction, et vous allez voir ce mucus, il va attraper des infections, des colonisations bactériennes, il va être une source d'inflammation, et comme dernier plan, cette inflammation chronique, donc dans la dilatation des branches, on note une branche qui est inflammée, la voilà, donc branche dilatée, altérée en... Donc, celle-là, c'est la branche à la face normale. Elle va se dilater, mais gardez-vous en tête, la diamètre ou bien la lumière, elle est altérée. Comparez cet aspect-là pathologique par rapport à ça. On note une diminution de la fonctionnalité. C'est vrai que là, bon, les branches sont dilatées, mais les lumières sont altérées, ils sont inflammés, et dans des états avancés, ils sont détruits par l'armature fibrocartilagineuse de la muqueuse bronchique. Donc, tout début avec une infection virale non ou maltraitée. Donc, il prédomine le tableau clinique, surtout en enfance. Ils vont donner des altérations de la muqueuse. Donc, qu'est-ce qu'on note dans la physiopathologie si on vous pose la question dans la dilatation des branches? L'accumulation des sécrétions, on note les infections, on note un phénomène inflammatoire. Tout ça est à retenir. Et cette inflammation va finir par la destruction de l'armature fibrocartilagineuse. Gardez-vous en tête, branche dilatée, c'est une mauvaise branche. C'est une branche certes dilatée, mais avec une lumière non fonctionnelle, détruite, inflammée, et elle est le lieu d'hypersécrétion du mucus, le lieu d'inflammation et de colonisation bactérienne. Donc c'est pour cela, c'est une parmi les maladies invalidantes avec un retentissement socio-familial très important. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant définition et physiopathologie, tout ça est à retenir. J'insiste toujours, faut pas banaliser les définitions. La physiopathologie et les lésions élémentaires, ils sont à retenir par cœur. Troisième titre, très important bien sûr, c'est l'anatomopathologie. Donc, quel est le type de lésion? Quelles sont les lésions élémentaires? Et toujours lorsqu'on dira anatomopathologie, on parlera de deux aspects, un aspect macroscopique et un aspect microscopique.
Donc, comme aspect macroscopique, donc notez bien que c'est les lobes inférieurs gauches qui sont fréquemment touchés par cette dilatation, généralement au bout de la quatrième vers la huitième bifurcation. Donc tout ça, c'est de l'anatomie des branches. Et après trachée, on a deux branches. Ces branches-là vont donner des bifurcations 2, voire 4, voire jusqu'au 8. Donc on va noter ces dilatations de la quatrième, je répète, vers la huitième bifurcation. Et elles prédominent dans le lobe inférieur gauche, mais parfois elle est bilatérale, voire disséminée. Trois lésions, on va voir, trois types qu'on va voir dans ces formes. On note une dilatation des branches qui est dite cylindrique. Donc la voilà cylindrique. Donc ça, c'est des branches qui sont normales. Et là, on note la augmentation de volume de type qui est cylindrique. Donc premier type, dilatation des branches de forme cylindrique. Donc normalement, les branches vont diminuer de volume de fur et à mesure qu'on approfondit dans le parenchyme pulmonaire. Donc cet aspect cylindrique-là, vous allez voir dans la partie paraclinique, dans la radiologie, on note la non-diminution du diamètre de ces branches au fur et à mesure qu'on avance en profondeur de parenchyme. Premier type, dilatation de forme cylindrique. On note deuxièmement les branches variqueuses. Là, voilà la bronchiectasie variqueuse. C'est cet aspect-là, c'est un aspect saciforme, des sacules, des sacs. On appelle ça, c'est l'aspect variqueux des branches. Donc ça, c'est le deuxième type anatomopathologique, je répète, macroscopique. Ne confondre pas les deux aspects. Troisièmement, une dilatation des branches qui est de type kystique. Et le voilà, un type kystique, un petit sac. Donc là, c'est une bronchiectasie qui est kystique. Donc premièrement, dilatation cylindrique. Donc c'est une dilatation qui est à bord régulier. Donc on note un aspect en arbre mort sans ramification. Là voilà le premier aspect, on revient. Donc cet aspect-là, c'est une dilatation, je répète, qui est cylindrique, régulière. Deuxièmement, deuxième type, dilatation variqueuse ou morbidiforme. Donc c'est une dilatation irrégulière avec alternation de dilatation et rétrécissement. On associe le terme là en chapelet. On parlera de dilatation en chapelet ou bien l'aspect variqueux. Là, voilà. Et voilà. Donc, dilatation, rétrécissement. Donc, c'est l'altération des deux aspects. Troisièmement et dernièrement, l'aspect kystique ou bien ampulaire. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est une augmentation progressive de la taille des branches. Il va se terminer, comme leur nom indique, en kyste. Donc, trois aspects macroscopiques, cylindriques, variqueux, voire kystiques. Deuxièmement, dans le plan microscopique, donc, on note une atteinte, je répète, inflammatoire qui touche la paroi bronchique. On note, je répète, destruction de tous les constituants. Ça, c'est à retenir. Ici, élastique, cartilage, muscle lisse. On note aussi une cicatrisation qui laisse place à un tissu qui est fibreux, une hypervascularisation systémique qui est constamment observée à l'origine de l'hémoptysie qui est fréquente. Donc, parmi les signes de la dilatation des branches, notez ça bien, c'est fréquemment posé comme question. Donc, comme symptomatologie de la dilatation des branches, l'hémoptysie, elle est systémique et elle est constante. Donc, on note une hémoptysie qui est due à cette explication-là, à cet aspect microscopique, cette inflammation qui va donner l'hypervascularisation. Et c'est cette dernière qui va donner l'hémoptysie qui est fréquente, qui est constamment observée comme symptomatologie. Donc, macroscopiquement, c'est clair. Microscopiquement, c'est, je répète, inflammation, touche toutes les parois, la branche, quel que soit le type, tissu élastique, cartilage, musculaire. Ça donne des cicatrisations, mais le plus important, ça donne une hypervascularisation qui est responsable à une hémoptysie qui est fréquente. Passons maintenant au quatrième titre, très important aussi bien sûr, c'est les étiologies.
Quelles sont les étiologies? Quelles sont les causes de cette dilatation des bronches? On note deux mécanismes. On note premièrement le mécanisme dit constitutionnel. Donc là, l'atteinte, elle est d'origine bronchique. Donc c'est à l'intérieur des bronches et malheureusement, c'est plus grave. Et on note deuxièmement, donc les infections, l'inhalation, les maladies du système, les obstacles endobronchiques, voire les compressions extrinsèques. Donc une compression peut donner, comme on a vu dit précédemment, un abcès, vous pouvez le consulter, voire donner dans certains cas, comme notre cas aujourd'hui, une dilatation des bronches. Commençons premièrement par les mécanismes, ou bien le mécanisme constitutionnel le plus grave malheureusement. Donc, l'atteinte, elle se situe à l'intérieur, donc au niveau des bronches. Première étiologie à évoquer, j'insiste sur les étiologies, c'est le but de cette partie. Donc, c'est le mycoviscidose. Si on vous pose la question, quelles sont les étiologies de dilatation des bronches? Vous allez incriminer premièrement le mycoviscidose. Et on va voir ça en enchaînement du cours. On va voir le mycoviscidose ou bien la mycoviscidose par détail. Les éléments diagnostiques de mycoviscidose, donc c'est toujours souvent induit à l'enfance. L'atteinte orale, et gardez ça en tête, on va le revoir en mycoviscidose. C'est le test de sueur où on va noter une hyperchlorémie et c'est elle qui va nous montrer, c'est le test ou bien l'examen de certitude de mycoviscidose. Donc, mycoviscidose, atteinte génétique, on note là la hyperdensité, on peut utiliser le terme du mucus. Donc, le mucus, il va être très muqueux, va faire même des bouchons. Tout ça, on va voir en détail dans la mycoviscidose. Il est associé souvent à des atteintes ORL et c'est le test de sueur qui va être un argument en faveur comme diagnostic de certitude. Donc, si on vous pose la question des étiologies principales, la dilatation des bronches, incriminez-vous en premier plan la mycoviscidose. Suite à ça, vous pouvez incriminer la maladie de dyskinésie ciliaire ou bien le syndrome de Cartagena. Premièrement, le syndrome de Cartagena ou aussi le syndrome de Young. Donc, ce sont des deux atteintes, bien sûr, génétiques, dubilées à l'enfance, atteintes ORL avec des antécédents familiaux. Donc, tout ça, vous allez décider à votre interrogatoire. Des infections récurrentes dues à ces deux pathologies-là et associées, comme dans le cas du syndrome de Young, à une hypofertilité masculine. Donc, deux syndromes à incriminer aussi, dyskinésie ciliaire ou bien le syndrome de Cartagena. Et deuxièmement, le syndrome de Young devant les formes familiaux. Troisièmement, les déficits immunitaires. Donc, n'oubliez pas, les signes de déficit immunitaire. Donc, je répète, parmi les causes de la dilatation des bronches, c'est les infections qui vont donner des lésions accumulées durant les années. Donc, un enfant qui est immunodéprimé, faites attention, il est susceptible à développer une dilatation des bronches s'il n'est pas pris en charge de façon adéquate. Donc, un déficit immunitaire, bien sûr tout ça est à l'enfance. Je répète, les mécanismes constitutionnels, vous remarquez qu'ils débutent toujours à l'enfance, se caractérisent par une diminution de l'immunité de ce dernier, de cet enfant, une désinfection à répétition, et c'est le dosage des IgG total, des immunoglobulines, qui va vous poser le diagnostic. Donc faites attention, un patient qui rattrape des pathologies rapidement, surtout mycosiques, ou bien des champignons. Donc, un enfant qui est susceptible aux pathologies, donc surtout mycosiques, un retard de croissance, donc trouble d'appétit, des angines à répétition, les critères d'hospitalisation à moindre infection, donc tout ça sont des critères en faveur d'une immunodéficience primaire chez l'enfant. Et je répète, ça, elle est susceptible à poser ou bien mettre l'enfant dans un état de vulnérabilité de développer une dilatation de bronche. Donc, si on vous pose la question, je répète, les causes principales d'une dilatation des bronches, premièrement, incriminer la mycoviscidose dans votre enquête étiologique, la dyskinésie ciliaire,
syndrome de Cartagena, tout ça c'est à retenir par cœur. Maladie de Young ou bien syndrome de Young et l'immunodéficience primaire qui est susceptible à faire des infections à répétition et donner cette dilatation des bronches. Donc, j'insiste sur ces trois étiologies, mucoviscidose, les deux syndromes, le déficit immunitaire. Vous pouvez ajouter donc les infections de l'enfance. Donc, toute infection de l'enfance non ou maltraitée, donc elle est susceptible à donner des séquelles. C'est pour cela qu'on insiste sur le rôle du vaccin, surtout devant la grippe rougeole, coqueluche. Le rôle de la vaccination est primordial. On avait parlé de ça dans l'infectiologie. Vous pouvez constater tout ces cours-là. Coqueluche, grippe, rougeole, tout ça on avait vu en infectiologie. Donc, la coqueluche, premier agent incriminé comme cause d'infection ou bien de séquelles d'infection à l'enfance. Le VRS, voilà la coqueluche. Le VRS, le virus syncytial, le premier virus responsable de la bronchiolite aiguë de l'enfant. Vous pouvez la constater en les listes de pédiatrie. Donc le VRS, le virus responsable de la bronchiolite chez l'enfant. Elle est bénigne et certains des cas, elle peut être grave. Dans des complications, vous pouvez les consulter. Vous analysez par la grippe et la rougeole. Donc, c'est les causes infectieuses. Donc, je répète, les causes infectieuses de dilatation des bronches, coqueluche, VRS, à retenir par cœur, la grippe et la rougeole. Donc, devant des antécédents de bronchite aiguë ou de pneumopathie, donc, ce patient-là est infection à répétition, je répète, ils vont donner une dilatation pathologique des bronches. Troisième mécanisme, c'est l'inhalation. Donc, soit l'inhalation d'un gaz toxique ou, on a vu en gastrologie, le reflux gastro-œsophagien. Il est responsable de pathologies pulmonaires. Parmi ces dernières, je répète, la dilatation des bronches. Vous pouvez consulter le cours du RGO, du reflux gastro-œsophagien, donc toujours disponible en gastrologie. Donc, vous voyez la relation entre les modules. Donc, il existe toujours un enchaînement, il est à suivre. Donc, devant une relation, devant un RGO, il est responsable de pathologie pulmonaire. On incrimine aussi, à moindre degré, donc, les maladies de système, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé, un obstacle endobronchique, que ce soit tumeur ou corps étranger. Donc, le corps étranger, je répète, peut donner des abcès pulmonaires profonds. On avait vu ça dans le cours précédent, vous pouvez le consulter. Voir aussi, dans certains des cas, des dilatations des bronches. Et là, c'est la fibroscopie bronchique qui va poser le diagnostic avec un syndrome de pénétration, surtout chez l'enfant, corps étranger. Ou bien une compression extrinsèque par un ganglion. Donc, elle est notée en cas de la tête du lobe moyen à la TDM. Ça nous fait rappel au syndrome médiastinal. Toujours, vous pouvez le consulter. Donc, je répète le but de cette partie. Comme étiologie, je répète, de la dilatation des bronches, mucoviscidose, dyskinésie ciliaire, syndrome de Cartagena ou Young, déficit immunitaire primaire, et bien sûr les trois ou bien les quatre infections de l'enfance, coqueluche, VRS, grippe et rougeole. Suite à ça, bien sûr, à moindre degré, les maladies de système, les gaz, les RGO, tumeurs, corps étranger, ganglions, toute compression extrinsèque ou intrinsèque. Donc vous voyez là, surtout les infections de l'enfance mal ou peu traitées, elles vont avoir un retentissement avec une dilatation de bronches, je répète, qui est irréversible, une maladie malheureusement qui est invalidante. On peut la prévenir à une simple vaccination. Donc ça, c'est tout pour cette première partie, chers collègues. J'insiste sur les causes, ou bien les étiologies de la dilatation des bronches, les lésions anatomopathologiques, et bien sûr, n'oublie pas, cette bronchiectasie, je répète, la lésion là, elle est irréversible. Donc les séquelles là sont malheureusement définitives. On va voir ça dans le cours des insuffisances respiratoires chroniques. Merci pour votre attention, chers collègues. On va continuer ce cours très prochainement. On va voir l'aspect clinique, la dilatation des bronches, l'aspect paraclinique et bien sûr le traitement. Toujours, je vous souhaite le bon courage dans vos préparations.
Merci pour votre attention et à la prochaine.